Perturbations à prévoir dans le département demain. L'appel à la grève d'une intersyndicale va bousculer les programmes des parents notamment. Risque de fermeture totale ou partielle de certains établissements, annulation de transports en commun. Le point à suivre. 24 heures pour adapter une technologie spatiale à la vie quotidienne. C'était le défi lancé par le CNES à une trentaine de scientifiques en herbe. Le concours Act in Space s'est déroulé à l'IUT de Kourou. Les gagnants participeront à la phase finale à Toulouse. Enfin, un salon du bien-être par les médecines traditionnelles s'est tenu vendredi dernier, l'occasion pour le grand public de se familiariser avec des pratiques telles que le shiatsu ou la réflexologie. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information. Certains n'ont pas attendu le rendez-vous de demain pour protester. Après deux établissements de Kourou la semaine dernière, les professeurs du collège Gérard Holder de Cayenne sont entrés en grève aujourd'hui. Et demain, d'importantes perturbations sont à prévoir avec la mobilisation des enseignants contre le recul du rectorat sur le passage de l'académie en REP+, écoles et cantines scolaires bloquées, bus annulés. Le point sur ce qui vous attend dès 8h demain matin avec Jonathan Lariot. Ces images de manifestation datent de la semaine dernière. La population guyanaise a marché dans les rues de la ville pour protester contre la loi El Khomri. Plus de 400 personnes étaient au rendez-vous mené par différents syndicats. Mais le mouvement ne s'arrête pas là. Dès demain, le syndicat UTG appelle à un plus gros rassemblement. Demain, des gens donnent rendez-vous à la population et à tous ceux qui veulent manifester sur le parking du stade de Baduel à 8h. Ce sera une mobilisation contre la loi El Khomri pour le développement de la Guyane. Dans cette optique-là que la mobilisation se fait demain pour dire non à la loi El Khomri encore une fois. La mobilisation de la semaine dernière avait une certaine force. Nous voulons faire encore mieux cette fois-ci et nous espérons que ce sera encore mieux, que la population comprendra que nous devons aussi nous battre en Guyane contre cette loi scélérate et pour que les engagements de l'État soient respectés. Mais je ne peux pas vous dévoiler notre stratégie. Nous allons faire un certain nombre de choses demain et vous le verrez à ce moment-là. La journée de demain sera placée sous le signe des protestations. Les enseignants de Guyane manifestent eux aussi. Ils se préparent à prendre position devant le rectorat pour la deuxième fois en une semaine. En cause, l'annonce du recteur concernant la mise en place de la refonte de l'éducation prioritaire pour les établissements du département. Celle-ci ne se fera pas, une décision qui oblige les enseignants à descendre dans les rues une nouvelle fois. Nous serons reçus avec les élus pour qu'il y ait un document conjoint signé de la part des différentes parties pour qu'au niveau du ministère, ils comprennent qu'au niveau national, c'est vraiment toute la Guyane unie qui réclame ce passage REP+ pour toute l'académie. Donc vraiment, oui, on se sent berné, trahi, et la confiance que nous avions dans notre administration envers notre ministère, elle est complètement trahie. Au niveau du ministère, les parlementaires sont reçus avec notre collègue Didier Dorlipo, qui est le secrétaire général du SE, pour avoir des réponses concrètes. Et l'après-midi, ils seront reçus, M. Dorlipo et M. De Chaban de la FSU, seront reçus au nom de l'intersyndicale par rapport à ce problème de REP+, pour qu'on obtienne ce décret. Demain, les établissements scolaires de toute la Guyane seront fermés en raison de ce mouvement de grève. D'autres blocages sont à prévoir pour la journée, mais rien de sûr pour le moment. Nous vous parlions du député Gabriel Serville qui lançait la semaine dernière son mouvement pour un destin commun. Eh bien, le maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, lance aussi son propre mouvement, la Nouvelle Force de Guyane. Là aussi, c'est un mouvement et non pas un parti politique. On écoute ses précisions au micro de Mia Pierre. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, notre pays a besoin de ça. Il y a vraiment trop de problèmes sociétaux que nous n'arrivons pas à résoudre. Je ne jette la pierre à quiconque, mais je crois qu'il nous faut un travail, en tout cas une réflexion collégiale pour pouvoir nous en sortir. Nous disposons de parlementaires, donc qui sont là pour légiférer. Nous avons des spécificités guyanaises et je crois qu'il faut en tenir compte. Donc l'avenir nous dira si nous avons raison. Et pour moi, il était important en tout cas de créer ce mouvement. Nouvelle Force du Guyane au singulier. Tout simplement pour expliquer qu'on se met à plusieurs, mais pour créer une entité. Il n'y a pas 10 000, c'est une entité. Donc toutes les personnes qui nous rejoindront vont suivre la même tête de file. Ça ne veut pas dire que nous allons imposer des choses. Tout se fait dans la concertation. Bien sûr, c'est une dominante gauche. Moi, je suis une femme de gauche. C'est vrai que les citoyens aujourd'hui vous répondent qu'ils ne croient ni
on la gauche ni on la droite, ça veut dire que nous allons accueillir tout le monde. Mais je reconnais que je suis une femme de gauche, et d'ailleurs l'équipe qui m'entoure aussi est de gauche, mais cela ne veut pas dire que nous allons exclure, en tout cas que nous allons refouler les déçus de la droite. Et je rejoins à présent notre invité ce soir, le représentant de l'opposition au sein de la CTG, Alain Thiagne-Young. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu, Marie-Laure Phinera-Hort lance son nouveau mouvement. Plus précisément, il n'a pas un parti politique. Aussi, on parlait de Gabriel Serville. Vous êtes peut-être aussi sur le point d'avancer votre propre mouvement ? Non, pas du tout. Pour le moment, je l'ai dit, après les élections, il était important pour nous de prendre en compte le fait que 18 000 électeurs ont porté leur suffrage sur notre liste. Donc, par conséquent, j'avais déclaré sur vos médias, même ici, qu'il nous fallait créer un mouvement, mais un mouvement citoyen, porté par les citoyens. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas d'urgence, en tout cas, compte tenu des problématiques de la Guyane, à lancer ce mouvement, parce que nous avons toujours considéré au sein du groupe que c'est au fur et à mesure de notre implication sur les grands dossiers qui concernent la Guyane que nous allons pouvoir fédérer les énergies. Donc il ne s'agit pas pour nous de créer un mouvement pour créer un mouvement, c'est véritablement faire en sorte à ce que les 18 000 électeurs, dans un premier temps, qui ont voté pour nous, puissent se retrouver à travers un mouvement citoyen qui leur appartient. Donc aujourd'hui, pour être clair, le mouvement dont vous parlez n'est pas le mouvement du groupe pour une Guyane audacieuse. Ceci étant dit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce que j'ai toujours rappelé que l'objet même de notre présence au sein de la CTG, c'était l'élection de la CTG, ce n'était pas la création de mouvement. Donc aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qui nous concernent. Et je dois vous dire que j'attends, en tout cas notre groupe attend, les grandes thématiques qui concernent la Guyane pour nous lancer. Et je dois vous annoncer d'ores et déjà que demain, par exemple, je serai dans les rues avec les enseignants pour manifester contre le fait que le gouvernement n'applique plus donc le dispositif de REP+. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettront, au fur et à mesure, de nous impliquer, de rencontrer les citoyens de ce pays, de partager. Et c'est ce type de mouvement, en tout cas, qui nous intéresse au sein du groupe. On va revenir. Donc, pour être clair, tout simplement, donc, le mouvement dont vous parlez, créé par Marie-Laure Phinera-Hort, n'est pas le mouvement du groupe pour une Guyane audacieuse. Alors justement, pourquoi ne pas avoir suivi Marie-Laure Phinera-Hort, qui, elle, vous a suivi lors des élections l'année dernière? Mais je viens de vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas tout à fait compris le lien entre les deux. Il n'y a pas d'urgence en ce qui concerne le groupe, même si Marie-Laure fait partie du groupe, ce n'est pas une décision du groupe. Je parle bien du groupe Guyane audacieuse. Tout à fait. Nous étions 67 sur une liste, nous sommes retrouvés 16 au sein de la CTG, et je l'ai toujours rappelé, il y a nécessité de faire en sorte à ce que les 18 000 électeurs puissent se retrouver. Mais je rappelle que nous sommes aujourd'hui face à une situation, c'est que les grandes thématiques de la CTG ne sont pas encore mises à l'ordre du jour. Mais quand même, vous rejoignez les problématiques. Non, mais il n'y a pas de problème. Nous travaillons avec tout le monde. Je travaille déjà avec toutes les personnes qui sont au sein de ce mouvement. Nous travaillons avec elles. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous parle bien de la création de mouvements. Donc, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je n'ai pas suivi, et je vous ai donné les raisons pour lesquelles vous ne créez pas non plus. Pour le mouvement, il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, d'urgence, parce que je considère que c'est au fur et à mesure de notre implication, au gré de notre implication sur les grands dossiers, tels que le dossier REP+, par exemple, que nous allons pouvoir créer une synergie autour du fait que la population doit se mobiliser à chaque fois qu'il y a des problèmes de ce pays. Aujourd'hui, nous constatons que la CTG a des problèmes, nous constatons que l'État se désengage depuis pas mal d'années, donc il y a lieu de faire en sorte à ce que les conditions soient remplies pour que le peuple s'approprie la chose politique. Justement, alors vous restez en tout cas le chef de l'opposition au sein de la CTG, vous avez montré votre désaccord lors de la dernière séance plénière, vous êtes parti, vous avez quitté la séance. Qu'est-ce qui pousse à ce rejet ? Eh bien, parce que tout simplement, vous étiez là, le président a décidé de mettre fin au débat. Nous étions là pour... Alors, c'était pas tout à fait comme ça que c'était présenté, mais... Nous étions là pour un débat. Non, mais votre média était là. Nous l'avons effectivement diffusé. À un moment donné, à un peu plus d'une heure de la discussion, il a dit « c'est la dernière intervention après Gauthier-Hort et nous allons mettre fin à ce débat ». Nous avons considéré tout simplement que déjà, il voulait piétiner donc, les procédures, puisqu'il ne voulait pas faire ce débat. Nous lui avons rappelé la nécessité de respecter cette obligation qui était donc de tenir les débats d'orientation budgétaire, ce qu'il ne voulait pas faire. Et là encore, simulacre de démocratie, il a voulu absolument esquiver tout débat concernant les orientations budgétaires. Donc ce que je dis et ce que nous disons dès le début, c'est que lorsque nous avons été élus, en tout cas, nous sommes opposition à la CTG, nous avons notre place. Lorsque nous avons été élus, c'est sur la base d'un projet, d'un engagement. Donc le président de la CTG actuel, ex-candidat, s'est engagé sur un certain nombre de choses, disant qu'il avait 1 milliard d'euros de budget. Aujourd'hui, je constate que la déroute est très précoce. Et je le dis à la population,
cet emprunt qu'il veut faire auprès des deux organismes prêteurs, l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations, ces emprunts ne seront pas indolores comme il l'annonce. Il annonce dans le même temps qu'il y aura des augmentations de l'octroi de mer. Et j'invite d'ailleurs les chefs d'entreprise à faire comme leurs compatriotes de France, à se mobiliser, parce qu'il est inacceptable que la Guyane aille dans le sens où elle va actuellement. Alors quand même, M. Tian Long, justement, sur ce point, vous, en tant qu'ex-président du Conseil général, et puis aussi M. Rodolphe Alexandre, en tant qu'ex-président de la région, ne cessez de souligner comme ça les tares laissés par chacune de ces institutions. Mais comment faire aujourd'hui pour travailler ensemble ? Non, je ne parle pas de tares, je parle bien d'engagement de campagne. J'ai toujours dit sur tous les médias que la situation était compliquée. Tout à fait. Ce qui m'a poussé à C'est aussi ce que M. Rodolphe Alexandre non, il ne le disait pas, je vous renvoie à vos archives. Il est toujours venu ici pour dire qu'il avait les moyens, qu'il avait les experts, qu'il se serait entouré de toutes les compétences grises qu'il ne trouvait pas ici. C'est le cas actuellement. D'ailleurs, ces compétences font leurs preuves parce que c'est une désorganisation totale. Il n'y a pas de réunion qui soit bien menée, en tout cas. Il n'y a rien de concret au sein de cette CTG. Et comme dit mon collègue Gauthier Hort, d'ailleurs, je ne sais même pas si la pirogue est encore là, la CTG est comme la pirogue du rond-point de Kourou. Donc c'est ça la situation. Et aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que le président de la CTG fait un déni de réalité. Il refuse de comprendre qu'il y a lieu de prendre une autre démarche avec l'État. Et c'est ce que nous avons dit. Si nous étions là, nous aurions convoqué le Congrès. Nous aurions mis chacun devant ses responsabilités. Les 22 maires, les 4 parlementaires, tous les conseils consultatifs et toute autre expertise nécessaire à l'évolution de ce pays pour non pas faire l'État des contraintes, mais les actualiser. Parce que nous les connaissons déjà. Et nous avions surtout dit que nous aurions négocié le développement de ce pays avec l'État. Nous aurions demandé que la Guyane soit en zone franche. Ce n'est pas en faisant des emprunts que nous créons de la richesse. Quand vous empruntez, vous achetez de l'argent et vous devez en avoir pour rembourser cet argent. Au sein de l'opposition, quand même, dans la CTG, vous avez votre rôle et votre pouvoir. Alors, je sais qu'on vous a déjà posé la question, mais que comptez-vous faire aujourd'hui au sein de cette CTG ? C'est ce que nous faisons, je vous le dis. Nous sommes tributaires. Vous me disiez, nous aurions fait comme ci ou comme ça. Nous sommes tributaires. Je ne suis pas en responsabilité aujourd'hui. Vous me parlez en tant qu'opposition, je vous réponds en tant qu'opposition. Nous sommes tributaires de la vitesse, de la réaction de l'équipe majoritaire qui est en place. C'est le président qui est ordonnateur, ce n'est pas moi. Tout à fait. Donc par contre, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il voulait esquiver le débat sur les orientations budgétaires. Nous lui avons rappelé cela. Nous lui avons rappelé toute une série de choses qu'il ne comptait pas faire. Et vous avez même vu que le personnel aujourd'hui est inquiet parce qu'aucune démarche n'est entreprise. Il y a l'élection du personnel à mettre en place au sein de cette CTG avant le 31 décembre. Il y a l'organigramme. Comme vous savez, lorsque vous savez que les délais de convocation pour aussi bien les commissions techniques, les commissions paritaires, les commissions d'hygiène et de sécurité, les comités d'hygiène, ce sont des délais de convocation de 2 mois pratiquement. Bien, il reste du travail. Il reste du travail à faire et les délais sont courts, parce que la loi oblige que tout soit fait dans un délai. Donc aujourd'hui, nous sommes face à de l'inaction, nous sommes face à de l'inertie, nous sommes face à une sorte d'incurie, et c'est tout cela que nous dénonçons en tout cas. Nous sommes là, et je l'ai rappelé encore une fois, si le débat d'orientation budgétaire a eu lieu, même s'il a avorté par rapport au fait que le président ne voulait pas continuer, c'est parce que l'opposition a rappelé au président le fait qu'il ne devait pas piétiner les procédures. Alors un dernier point, M. Tian Long, mais je vais vraiment vous demander d'être concis cette fois. En tant qu'enseignant, que pensez-vous justement de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le recul sur le passage de toute l'académie en réseau d'éducation renforcé l'année prochaine ? Eh bien, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, l'État parjure ses engagements, comme il l'a toujours fait. J'ai rappelé les 2 collèges à chaque fois que je venais ici, qui n'ont pas été financés alors que le contrat de plan 2007-2013 avait été signé par l'État, par un ministre, Estrosi. Donc même lorsque l'État signe, l'État parjure ses engagements. D'où ma présence demain avec des collègues de notre groupe, au sein de 2 manifestations d'ailleurs. Donc j'appelle la population à se mobiliser massivement dans l'une des 2 manifestations, puisque les 2 manifestations ont le même objectif. Pour ma part, je serai au rectorat avec les collègues enseignants pour faire en sorte à ce que l'État puisse comprendre qu'on ne peut pas faire marche arrière lorsque la Guyane nécessite une attention toute particulière. Merci beaucoup Alain Tian Long d'avoir été avec nous à nouveau ce soir. Il ne s'agit pas cette fois de grève, mais les élèves du groupe scolaire Maximilien Sabat de Kourou n'ont plus cours depuis vendredi dernier et puis pour une semaine au total a priori. L'établissement décrié depuis plusieurs années par sa vétusté a fait l'objet de plusieurs expertises demandées par la municipalité. Un récent rapport de la préfecture souligne également un important risque d'écroulement. Il a finalement conduit à sa fermeture. Écoutons plutôt les précisions de la 3e adjointe au maire.
Hier, le 19 mai, nous avons été alertés que les enseignants faisaient leur droit de retrait, dont nous nous sommes immédiatement rendus sur le site. Et à notre grande surprise, la directrice nous a montré un rapport de la commission de sécurité de la préfecture qui avait eu lieu le 2 mai. Vu le rapport qui a indiqué sur la faiblesse, sur la dangerosité de la structure de cette école, il nous a demandé de fermer l'école pour les périls imminents. Donc, au vu de ce constat, nous ne pouvons prendre de risques à nos enfants, ni aux enseignants, ni au personnel qui travaille tout autour de cette école. La fermeture d'une semaine a été annoncée pour nous permettre de trouver les solutions, d'étudier sur les travaux à réaliser. Et nous travaillons aussi en parallèle pour savoir si on peut répartir nos élèves sur les différents groupes scolaires, établissements de Kourou, pour pouvoir accueillir nos enfants le plus rapidement possible pour ne pas pénaliser le bon fonctionnement de leur vie scolaire. Direction les étoiles à présent avec le défi scientifique Act in Space, 24 heures de réflexion et de recherche pour départager 8 équipes de travail, un laps de temps au cours duquel les jeunes participants ont pu plancher pour adapter des technologies spatiales à des situations de la vie quotidienne. Et c'est un projet de voyage virtuel entre amis qui a séduit le jury, une idée qui mènera à ses auteurs jusqu'à la grande finale de Toulouse le mois prochain. Ayodele Germa et Xavier Paul Lepelletier. 24 heures pour développer des applications alternatives à des technologies spatiales. Les 8 équipes guyanaises qui participent à ce concours international doivent faire preuve d'innovation. Ce qu'on attend, c'est beaucoup de créativité, c'est de l'innovation. En fait. L'idée, c'est d'avoir à la fin un projet de start-up à présenter devant le jury. C'est vrai que 24 heures, c'est à la fois court et long et difficile pour les organismes de tenir 24 heures non-stop. Pour y parvenir, cette équipe de 4 participants a décidé de ménager un temps de repos à chacun des coéquipiers. On essaye de faire des relais durant la nuit. Là, déjà, il y en a un qui est déjà parti pour sa pause. Ensuite, ça sera quelqu'un d'autre. Donc au début, voilà, c'était un sujet, comme j'ai dit, qui est parti sur un élève. On parle tous les jours ensemble, on est toujours bien, on travaille toujours ensemble au quotidien. Donc on a décidé de faire le défi ensemble. Et donc vu que le courant passe bien, voilà, on a décidé de faire le défi ensemble. En tout, 80 défis sont proposés aux participants. Entre le 20 et le 21 mai dernier, le concours s'est déroulé simultanément dans 27 villes et 14 pays d'Europe et du monde. Les challengers devaient donc rivaliser d'ingéniosité. On a trouvé une idée qui nous semble plutôt exploitable. C'est la récupération des données des boîtes noires. Si l'avion a explosé, c'est complètement compliqué au-dessus de la mer. Donc si on les récupère sur le sol, il n'y a plus besoin de récupérer physiquement ces boîtes noires. Les données sont déjà récupérées dans l'aéroport, par exemple. Toutes les équipes sont encadrées par des spécialistes de l'aéronautique, de l'informatique ou des affaires. L'objectif, c'est pas de trouver les solutions à leur place, c'est bien à eux de développer tout ça. Nous, on est là pour leur apporter des éléments, pour éviter qu'ils fassent fausse route. En moins de 10 minutes, les 8 équipes devaient convaincre le jury de leur capacité à créer une start-up à partir de leur idée originale. L'équipe gagnante à cette étape régionale est celle des Space Explorers. Ils ont imaginé le voyage à la vitesse de la lumière grâce à la réalité virtuelle. Cette équipe gagne le droit de participer à la finale nationale. Et si elle gagne la finale française, elle participera à la finale internationale. À chaque fois, il y a aussi des lots très intéressants à gagner, notamment le premier prix de la finale internationale, c'est un vol en apesanteur dans l'Airbus 0G de la société Novespace. Le 29 juin prochain à Toulouse aura lieu la finale internationale en marge du Salon de l'Espace. Et notez qu'un départ de Soyouz est prévu à l'aube demain matin. Le lanceur russe décolle à 5h48 avec 2 passagers à son bord, 2 satellites du système de navigation européen Galileo. Ils iront rejoindre les 12 autres de la constellation, des satellites qui devraient atteindre le nombre de 24 d'ici 2020. Restez avec nous dans un instant, nous revivrons le concours des chefs cuisiniers amateurs qui s'est tenu le week-end dernier à Rivière-Salée en Martinique. Et puis nous nous dirigerons vers le salon du bien-être de l'association Qingbao, toute une journée pour découvrir les médecines douces au grand public. C'était vendredi dernier.
Mais d'abord, un sondage en ligne pour démarrer ces activités de soutien aux jeunes rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle. Depuis quelques jours, l'association Le Refuge récolte des données auprès des jeunes Guyanais sur Internet. L'objectif est de dresser un état des lieux sur l'homophobie et la transphobie en Guyane pour mieux adapter les actions à déployer sur le territoire. Quelques précisions avec le délégué régional de l'association au micro de Mia Pierre. Le sondage va nous permettre de récolter les toutes premières données en Guyane sur l'homosexualité et la transsexualité, du moins l'homophobie et la transphobie. Donc ça va nous permettre de pouvoir évaluer vraiment le besoin, d'avoir des chiffres, des premiers chiffres, pour faire un petit état des lieux de la situation et aussi avoir un appui pour prouver qu'il y a vraiment besoin de structures comme le refuge en Guyane. Pour l'instant, il y a des réactions très difficiles. Après, il faudra faire le tri à la fin du sondage. Il y a des bonnes réactions comme des jeunes homophobes qui expriment clairement leur dégoût envers l'homosexualité, en disant que, par exemple, les PD sont pires que des chiens. Il y a des mots qui sont assez difficiles comme ça, mais c'est justement pour ça qu'on est là et qu'on essaie d'évaluer pour pouvoir justement faire des actions après de dédramatisation et enlever ce cliché de l'homosexualité. La société veut qu'être homosexuel est une tare, est un défaut ou même une maladie parfois. C'est justement pour ça qu'on veut faire des actions pour dire que non, l'homosexualité n'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est pas un défaut, c'est pas un choix non plus, comme on croit. Donc c'est justement là, c'est pour ça qu'on veut faire ce travail vraiment en Guyane et réparti sur tout le territoire, pas seulement sur le littoral, mais même intervenir par exemple, à l'occasion de ces interventions en milieu scolaire, que ce soit par exemple à Camopi, Papaïcheton, Maripasoula, etc. Une conférence nationale sur le handicap, c'était jeudi dernier au Palais de l'Élysée. Le président de la République et plusieurs ministres se sont penchés sur la situation des personnes touchées en France. Des mesures ont été annoncées, l'occasion pour le gouvernement de montrer son soutien à l'autonomie et l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. L'occasion aussi chez nous de rappeler le manque cruel d'infrastructures et d'aménagements adaptés à ce public. Le président du comité régional handisport compare la Guyane à une forêt vierge pour les personnes en situation de handicap. Nous l'écoutons au micro de Xavier Paul Lepeltier. Bien qu'il y ait cette convention qui se tient au niveau national, mais bon, au niveau local, il faudrait peut-être qu'on puisse avoir les répercussions, parce que bon, aujourd'hui, j'ai cru entendre qu'on va avoir 135 € en plus en allocation, à savoir que l'allocation adulte handicapé est environ de 700 et quelques euros, donc bon, on est loin du compte par rapport au SMIC. On espère que tous ces lois et textes au niveau national puissent vivement avoir leurs répercussions ici en Guyane, parce que la Guyane, comme vous le savez, aussi bien chez les valides que chez les personnes en situation de handicap, malheureusement, on est loin derrière. Tout est à faire ici en Guyane. Donc si on pouvait vite s'y mettre, s'y atteler de manière à ce que... Parce que de toute façon, il faudra le faire un jour ou l'autre, puisque les textes de loi sont passés. Donc tant qu'à faire, il faudra... Si maintenant nos élus, nos responsables pouvaient vraiment essayer de prendre de l'avance ou même se servir d'exemple. De toute façon, on a tout à y gagner, parce que je vous dis que les personnes en situation de handicap intégrées dans une société ne peut qu'enrichir cette société. Nous, par exemple, au niveau local, on est sur 2 actions là urgentes. C'est les bouchons d'amour, donc une collecte de bouchons en plastique pour pouvoir échanger contre des fauteuils, pour que les personnes qui puissent pratiquer du sport en fauteuil, voilà. Donc on a cette action-là et on a une deuxième action qui sera fin juin, où on va réunir sur un plateau à Saint-Laurent-du-Maroni environ 600 jeunes en situation de handicap pour faire du sport sur 2 jours. Ça va s'appeler les Olympiades de l'Ouest. Tout autre chose à présent, Like mon commerce, c'est le nom du concours de décoration lancé par la Chambre de commerce et la région Guadeloupe. L'idée est simple, récompenser une boutique pour la plus belle décoration des fêtes des mers de tout l'archipel via un très fameux réseau social en ligne. Vous verrez les explications de Karine Diamin. À l'approche de la fête des mères, mais surtout dans une société où le numérique occupe une place de plus en plus prédominante, la CCI a souhaité moderniser le fonctionnement des commerces de Guadeloupe en lançant son jeu Like mon commerce. Sur la page Facebook de la CCI, l'internaute verra l'onglet Like mon commerce, donc participer à Like mon commerce. Tous les commerçants, en tout cas leurs photos en décoration, sont présentes sur cette page et donc l'internaute aura le plaisir de dérouler la page et de voir les différentes décorations.
et du coup voter pour celle qui lui plaît le plus. L'intérêt du Light, c'est de faire connaître les commerçants, leur côté créatif, leur originalité, et de les mettre à l'honneur sur cet outil du numérique pour leur permettre d'avoir une visibilité et de se faire connaître de par les internautes. Eux, en fait, les internautes, l'objectif, c'est de pouvoir découvrir ces boutiques qui existent en Guadeloupe. On ne sait pas toujours où trouver tel ou tel commerce dans notre commune. Donc c'est l'occasion pour eux de savoir un peu ce qui se passe en Guadeloupe économiquement parlant. Et puis le commerçant qui gagnera ce concours, il y aura en premier prix un séjour d'affaires sur Paris à gagner. Le deuxième prix est une formation en langue étrangère. Et puis le troisième prix, une tablette numérique. Donc on reste effectivement dans quelque chose de très professionnel pour le commerçant. Des gains minimes, car le véritable enjeu de cette action reste bel et bien l'apprentissage de nouveaux moyens de communication. Les entreprises ont véritablement le défi du numérique à relever et c'était une manière pour la CCI qui s'oriente aussi, elle, à s'organiser, à se structurer pour construire la CCI de demain, d'accompagner les entreprises vers cette transition numérique. Et c'est un moyen qui peut sembler un peu ludique, mais aussi un moyen de promouvoir les entreprises, leur savoir-faire sur la toile du numérique qui est visible par tous les internautes du monde entier. Sur l'ensemble des commerçants de l'archipel, 17 ont souhaité participer à ce jeu concours, une véritable opportunité marketing pour le magasin multisac de Pointe-à-Pitre. Ce petit jeu concours, c'est surtout de la visibilité. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui n'osaient même pas rentrer dans le magasin et par rapport à la vitrine, s'arrêtent, rentrent, posent des questions. Donc j'invite tout le monde à décorer leur vitrine. Il fallait décorer la vitrine. Et c'est tombé dans une période où est-ce que les élèves du lycée Carnot m'ont proposé de décorer une vitrine pour leur bac pro. Donc c'était tombé en super corrélation. Bien qu'il en soit à sa première édition, le jeu Like Mon Commerce a de véritables ambitions. On espère vraiment que les entreprises vont vraiment prendre leur part sur cette toile du numérique. Donc on attend aussi beaucoup plus de visibilité, c'est un moyen pour eux de se faire connaître. Et puis pour une deuxième édition, pourquoi pas. Donc plus il y aura de mobilisation sur cette opération, et bien la CCI se verra, pas dans l'obligation, mais surtout encouragée pour continuer cette initiative. Démarré il y a 2 jours, Like Mon Commerce est donc une passerelle numérique offerte aux commerçants. 6 chefs pour une seule toque, c'est le principe du concours meilleur cuisinier amateur de la Martinique. Il s'est déroulé samedi matin au centre de formation des apprentis de Rivière-Salée. La compétition permettra aux lauréats d'intégrer une formation adaptée, une occasion en or pour ces passionnés de passer du rêve au projet. Anaïs Gall. On commence à me dresser les assiettes, s'il vous plaît. 3 heures pour mettre au point un menu de leur choix, le tout sous l'œil attentif du jury technique qui inspecte chaque étape de la préparation. Marie-Véronique, 24 ans, est la cadette du concours. Pour le plat, elle a opté pour une pintade au vin blanc accompagnée de légumes du soleil. Et en dessert, ce sera un cake, une glace à la banane, une crème à la banane et une crème banane coco. Ici, tous les candidats sont des cuisiniers amateurs qui rêvent de concrétiser leur passion. J'ai voulu tenter. J'aime bien la pâtisserie et cuisiner aussi en général. Alors je me suis dit pourquoi pas. Une fois les plats dressés, direction la salle pour l'évaluation. Le jury dégustation prend alors la relève et note chaque assiette selon une grille de critères. Alors, sur chaque assiette, nous avons en fait 6 critères, 6 ou 7 critères sur la propreté de l'assiette. Donc on regarde lorsque les assiettes arrivent, si elles sont vraiment nettes. Ensuite, forme, volume et couleur. Ensuite, la présentation globale de l'assiette, la température, la texture. Est-ce que les produits sont bien identifiés? Et ensuite la pression générale, donc le goût. Pintade, camanioc ou encore papaye, des ingrédients imposés aux candidats pour ce concours. De quoi booster leur créativité et pour les plus doués, il y a déjà des perspectives à la clé. On leur propose ce concours parce que nous avons un projet pour eux, un projet de formation, puisque tous ces jeunes talents, certains voudront créer leur entreprise, voudront se former. Donc ils pourront compter sur l'Université régionale des métiers, donc il va pouvoir les former, les prendre en main. Nous avons des plateaux super équipés, des équipes pédagogiques à leur disposition pour les former. Et ensuite, des équipes du siège de la Chambre des métiers pour les accompagner dans la création d'entreprises.
Et pour ceux qui n'ont pas le plaisir des papilles, il y a tout de même le plaisir des yeux. Alice est venue assister à la finale, même si elle n'a pas été retenue pour participer. J'avais travaillé le giromon, j'avais travaillé les concombres et la dorade, mais je l'avais accompagnée avec une sauce chorizo. Le chorizo, c'est pas de la Martinique, donc je pense que c'est tous ces petits problèmes-là qui m'ont pas permis d'être retenue. Après plusieurs heures de travail et des assiettes vides, le concours touche à sa fin. La pression peut alors retomber. Le jury rendra son verdict lundi. Allez, retour chez nous à présent avec la question du bien-être par la médecine douce. C'était le thème du salon de l'association des thérapeutes Xingbao vendredi dernier. De nombreux stands ont été mis à disposition du grand public pour permettre de découvrir ces pratiques médicinales venues d'ailleurs, de la réflexologie en passant par le shiatsu, toutes sortes de moyens pour se sentir bien. Ayodele Germa. Le bien-être peut parfois provenir de bestioles tristement célèbres pour leur appétit sanguinaire. Sur la chirurgie qui permet par exemple de réparatrice, une greffe, que ce soit des doigts, des oreilles, quel que soit le type de greffe, en fait, de plus en plus, maintenant, les sangsues reviennent. Alors il faut savoir que les sangsues sont considérées comme des médicaments. On peut aller chez son pharmacien aujourd'hui et commander ces sangsues. Il existe un centre d'élevage à Bordeaux, comptez entre 5 et 10 € pour une sangsue. Ces petites bêtes sont traitées comme des seringues, elles ne peuvent être utilisées que pour un seul patient. Ce salon permet à Karim de vanter leur mérite, mais aussi de dissiper la peur qu'inspirent ces animaux mal aimés. Il faut savoir que franchement, la sangsue est un animal très sensible. Si vous mettez un parfum, un déodorant, un savon même de couleur, il faut savoir que la sangsue, très rapidement, elle ne vous mordra pas. Regardez bien, elle s'accroche sur moi. Mais à un certain moment, à cause sans doute de l'odeur, de savon ou de choses comme ça, elle ne reste pas accrochée. Au détour des Bouddhas et fontaines de méditation, le visiteur peut découvrir le Dien Shan, une multi-réflexologie datant des années 80, créée par un certain professeur Bukokcho. Cette technique s'applique essentiellement sur 500 points du visage, dits de rééquilibrage, indiqués sur ce schéma. Après le visage, c'est au tour des pieds de prendre du bon temps. La réflexologie plantaire, c'est la spécialité de Serge Guichon. Tous les organes du corps humain trouveraient des points de correspondance, dont la plante des pieds. On peut, de manière très positive, entrer en contact avec chaque partie de ce corps. Pendant ce massage des pieds, mes mains vont rencontrer plein de situations, plein d'endroits du corps qui vont d'eux-mêmes se sentir soutenus si jamais le point touché à ce moment-là est positif. Tout le corps est soutenu par le pied, tout le poids. Et le fait de travailler tous les membres du corps par ce massage est très important et ça fait du bien. L'imagination est elle aussi mise à contribution à travers l'art-thérapie. Coloriage, découpage ou photomontage, le patient apprend par la création artistique à se libérer de ses tensions. Un peu comme le ferait un thérapeute en massage qui va dénouer un nœud au niveau musculaire. L'art-thérapeute va permettre de dénouer une angoisse, une émotion qui génère un blocage. Si chacun de ces thérapeutes est souvent seul à exercer sa discipline sur le territoire, ils sont tous réunis au sein de l'association Xingbao. En Guyane, le secteur de la médecine douce est en plein essor. C'est la fin de votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Perturbations à prévoir dans le département demain. L'appel à la grève d'une intersyndicale va bousculer les programmes des parents, notamment risque de fermeture totale ou partielle de certains établissements, annulation de transports en commun. 24 heures pour adapter une technologie spatiale à la vie quotidienne. C'était le défi lancé par le CNES à une trentaine de scientifiques en herbe. Le concours Act in Space s'est déroulé à l'IUT de Kourou. Les gagnants participeront à la phase finale nationale. Enfin, un salon du bien-être par les médecines traditionnelles s'est tenu vendredi dernier. L'occasion pour le grand public de se familiariser avec des pratiques telles que le shiatsu ou encore la réflexologie, en vogue mais encore méconnue. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV et vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée, à demain.